Merci de nous recevoir sur la 95.5 ou encore sur le www.nanafm.tg et de nous suivre également en direct sur la chaîne YouTube Norbert Douadi. Bonjour et bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Norbert Douadi et Nestor Glo assure la mise en onde. Les consultations par une tournée d'information et d'écoute des populations sur la révision de la Constitution au Togo, sauf changement de programme, démarre ce lundi sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce qu'elles vont apporter ces consultations? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin et pour en parler, je reçois en studio Kanka Malik Nadjabar, ministre. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert, bonjour à vos auditeurs. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité. Alors, monsieur le ministre, je le disais dans mes mots introductifs, sauf changement de programme, les consultations par une tournée d'information et d'écoute des populations sur la révision de la Constitution démarrent ce lundi dans notre pays. Qu'est-ce qu'elles vont apporter concrètement, ces consultations? Merci beaucoup. Ces consultations, comme on se le rappelle, ont été, convenues lors de l'échange, l'audience que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu accorder au bureau de l'Assemblée nationale pour discuter du processus concernant la réforme de la Constitution. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir apporter? Ces consultations vont apporter le partage de ce qui est prévu par cette réforme, recueillir essentiellement les avis des uns et des autres. Et donc, l'objectif, comme le dit le communiqué qui a annoncé cela, c'est mener des consultations les plus larges possibles dans le temps qui est prévu avec l'ensemble des acteurs qui sont des parties prenantes de la vie publique nationale. Alors, pour certaines personnes, c'est la cible qui pose problème quand on parle de chefs traditionnels et puis des groupes organisés. Il y a des opinions qui s'expriment toujours sur les démarches qui sont entreprises. D'abord, l'objet, c'est il n'y a pas eu de consultation. Aujourd'hui, il y a des consultations. Donc, le débat est déplacé sur la cible de ces consultations. Non, je pense que quand nous allons tous dans nos localités, nous considérons les chefs traditionnels comme des personnes référentes. Quel que soit le parti politique auquel on appartient du reste. Nous étions presque en campagne électorale et nous savons qu'en prélude à ces campagnes, tous les partis ont des démarches vers les chefs traditionnels et hors période électorale, on a tous des démarches vers les chefs traditionnels. Donc, c'est des personnes référentes. Et les groupes cibles sont aussi des groupes cibles actifs sur le territoire dans les différentes préfectures. Et j'invite peut-être, si les uns et les autres ont d'autres propositions de personnes à entendre, à les faire. Puisque le bureau de l'Assemblée, on sait où est-ce qu'il se situe, on peut leur adresser des propositions dans ce sens, où on peut émettre des propositions pour que, éventuellement, peut-être d'autres acteurs puissent être consultés. Voilà. Alors, et si à la fin de ces consultations, il ressort qu'on demande à l'Assemblée nationale de retirer purement simplement cette constitution, est-ce que ce sera fait? Le fait de retirer cette constitution qui aujourd'hui, il faut le dire, pose problème entre acteurs politiques. Merci d'avoir bien circonscrit la question en disant que cela pose problème entre acteurs politiques. On est donc sur un sujet, disons, de débat politique, j'allais dire de querelle politique qui en réalité, parfois, dans les propos, dans la manière dont les choses se passent, occulte peut-être le fond du sujet, qui est le sujet de comment on fait pour avoir un développement cohérent, répondre aux besoins des populations dans notre pays. Et donc, en réalité, c'est l'objectif qui est visé par les uns et les autres. Et donc, les consultations sont là pour enrichir le test, pour l'améliorer, et ce qui en ressortira, on ne peut pas faire de spéculation. Moi, je ne suis pas du tout adepte de faire des spéculations, d'imaginer qu'il va y avoir ceci, qu'il va y avoir cela. On verra bien. On ne peut pas anticiper, justement, contrairement à ce que les gens pensent, sur ce que
les citoyens pensent, ce que la population va penser. Donc il faut faire ces consultations-là et le moment venu, les points qui doivent en être tirés le seront naturellement. Alors, Monsieur le ministre, à la lecture du dernier communiqué de la présidence de la République, le processus électoral est mis en veilleuse au cours des consultations dans le cadre de la révision constitutionnelle. Comment le processus électoral qui a été ouvert par décret et qu'un communiqué vienne le suspendre? Comme vous imaginez, nous sommes dans un pays quand même très organisé. Donc vous imaginez bien qu'il y a un test réglementaire qui a été pris, un décret qui a été pris pour justement, dans le parallélisme des formes, pour utiliser un terme un peu technique, suspendre ce qui avait été fait par décret. Donc il n'y a pas lieu de parler de cela. À mon avis, c'est toujours, ça rejoint le point dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes sur des points parfois, j'allais dire, des points d'argutie sur lesquels on s'accroche pour chaque fois chercher, j'allais dire, les poux sur la tête d'un chauve. Chaque fois, est-ce qu'on a pris tel test? Pourquoi un communiqué? Pourquoi finalement, on demandera pourquoi le communiqué faisait qu'une seule page? Finalement, l'objectif que nous visons, nous devons voir que ce que nous visons, c'est travailler pour le développement de notre pays. Et donc, et considérer que les différents acteurs sont des acteurs fiables qui travaillent dans ce sens-là. En revanche, et qui travaillent dans ce sens dans le cadre de faire avancer notre pays. Et alors, qui va aider les partis politiques, unis y compris, à gérer les pertes financières de ce report de la campagne électorale? Mais c'est bien de penser à nous, c'est bien, je vous remercie de penser à nous et je pense que les uns et les autres trouveront une réponse à cette question le moment venu. Et aujourd'hui, je crois que le plus important, c'est de s'élever au-delà de sa condition individuelle. Si je peux parler au nom des acteurs politiques. Les conditions individuelles, nos conditions individuelles, nous avons tous individuellement, chacun à notre niveau, je ne vais pas dire engager des ressources, mais chacun à son niveau, dans le cadre de la campagne, s'est engagé. Certains étaient déjà dans leur localité. Moi, je suis de Loti-Sud dans le nord du Togo. Donc, nous étions tous déjà engagés sur cette dynamique de campagne et nous sommes responsables et nous considérons que l'intérêt supérieur de la nation et des Togolais est plus important que nos conditions individuelles. Donc nous nous y plions et nous ferons avec ce que nous aurons pour convaincre nos compatriotes de voter pour nous. Alors, les élections législatives qui se profilent à l'horizon auraient dû être faites depuis. En clair, pour quelles raisons le gouvernement n'a pas pu tenir ces élections dans le temps? Je pense que quand on parle de ces élections, il y a le fait que les élections régionales se profilaient à l'horizon et donc il y avait certainement une réflexion un peu collective sur comment aménager le dispositif électoral pour que cela puisse se faire en une seule fois. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il ne faut pas oublier, on a toujours tendance à dire, j'entends parfois dire, mais il n'y a pas eu de guerre au Togo, qui fait qu'on a eu un report ou un décalage. En 2013, quand il y a eu des décalages, il n'y avait pas eu de situation particulière. Les décalages avaient été de plusieurs mois, encore plus qu'aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que quand l'élection présidentielle, la dernière élection, c'était celle de 2020, après cette élection, je crois que 2 semaines après, on est tombé dans une crise incroyable, inimaginable, une crise qui arrive une fois par siècle, à mon avis, que j'espère notre génération ne vivra plus, qui a été la crise de la Covid. Et qui a rabattu toutes les cartes, qui a remis en perspective énormément de choses pour toute la nation, pour toutes les populations et pour tous les pays. Et à ce moment-là, les conséquences de cette crise, ce ne sont pas des conséquences qu'on absorbe d'un seul coup. Progressivement, l'État a mis les moyens à développer ses capacités pour justement renforcer la résilience des populations sur toute l'étendue du territoire. Derrière cette crise, la situation sécuritaire est venue s'amplifier et mettre la pression encore plus sur nos populations d'abord, mais aussi sur l'État. Et enfin, l'inflation, l'hyperinflation comme on dit, avec une inflation multipliée par 3, parfois par 4, qui a duré avec la crise ukrainienne. Je ne dis pas cela pour expliquer, mais je pense que quand nous parlons de ce quinquennat, il faut se mettre dans cette perspective. Et
reconnaître qu'il y a beaucoup qui a pu être fait dans ce quinquennat malgré ce contexte extrêmement compliqué. Et aujourd'hui encore, sur les différents États, on a vu l'impact du changement climatique en matière de délestage, en matière de pénurie de telles matières premières, etc. Toutes ces situations-là sont des situations qui doivent être gérées aussi. Et globalement, nous considérons que les actions ont été menées et qu'à un moment donné, il faut faire en sorte que que les actions se tiennent et que les échéances soient tenues en fonction effectivement de l'agenda et du fait qu'il y a une entente pour pouvoir aller vers ces élections. Alors, avant de donner la possibilité à nos auditeurs, il y a également cette question de légitimité de l'Assemblée nationale actuelle qui se pose. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette question. L'Assemblée nationale n'a pas de problème de légitimité. L'Assemblée nationale a été élue sur la base d'un test constitutionnel qui est la Constitution de 1992, qui est notre Constitution, et son article 52 prévoit les situations où l'Assemblée nationale où l'élection ne peut ne pas tenir à date échue. Et nous avons déjà vécu cette situation et je veux dire que, par exemple, en 2013, l'Assemblée qui avait dépassé son terme avait eu à prendre des mesures peut-être plus favorables selon leur lecture à nos amis de l'autre côté, et il n'y avait pas eu de grands cris qui avaient été poussés. Aujourd'hui, on parle de cette question-là. Je pense sincèrement que ce débat peut tenir, le débat sur le fond de la Constitution peut tenir sans forcément aller vers des arguments qui sont des arguments qui, à mon avis, ne tiennent pas d'un point de vue constitutionnel, d'un point de vue juridique. Mais je peux l'entendre, je respecte les arguments des uns et des autres. Mais si vous me posez la question, je pense qu'il n'y a pas de question de légitimité. Alors, il y a un auditeur qui se dit, Monsieur le ministre, il se dit que le Parti uni est un grand parti implanté sur l'ensemble du territoire national, mais pour les élections législatives notamment, c'est sous le nom d'autres groupes organisés que UNI positionne 5 candidats. Et la personne dit, dans le Vaud, par exemple, il y a alors les deux. Pourquoi UNI pourquoi procéder avec des groupes organisés? Je ne sais pas si vous êtes dans le Vaud, par exemple, la personne dit que le Parti uni se présente sur la coupole de Aloledou. Je ne sais pas si vous avez une réponse à donner à notre auditeur avant que d'autres ne le fassent via téléphone. Le Parti uni a présenté des listes partout sur le territoire. Je ne sais pas pourquoi ils considèrent qu'une liste qui porte un autre nom est une liste du Parti uni. Peut-être que c'est pour induire la population en erreur. C'est ce genre de commentaires que les gens font parfois. Je pense qu'il faut, dans ces cas-là, tout simplement, de manière très basique, s'adresser à la CENI. La CENI a publié toutes les listes, avec tous les logos, avec tous les noms. Et le Parti uni n'a pas besoin de se cacher pour avoir des candidats partout au Togo. Donc vraiment, je ne sais pas de quelle information il parle, mais je l'invite vraiment, et j'invite l'ensemble des citoyens, dans le cadre d'une éducation civique, à s'intéresser à nos tests et à nos pratiques institutionnelles et constitutionnelles avant peut-être de se jeter à corps perdu dans le débat. Je comprends la passion, mais aussi il faut qu'on fasse l'exercice d'aller à l'information. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos questions et vos avis nous intéressent, mais après la pause. « 91 09 71 71 ou encore le 96 61 58 58. Un premier auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est Michel, j'appelle de Zambia. Oui, allez-y. Oui, bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Michel. Vous avez posé une question à l'invité et il disait que non, qu'il ne faut pas regarder les poux dans la tête, qu'on veut chercher trop, quoi. Mais je me dis que c'est là même le problème. Les lois que vous vous êtes votées là, vous ne les respectez pas. Est-ce que vous laissez ce régime-là, ce régime politique en cours là, est-ce que vous avez expérimenté tous les éléments, les ingrédients qui l'accrémentent? Non.
C'est ça le problème. Je vous dis que ce n'est pas un problème de régime. Parce qu'un meilleur régime venant même d'ailleurs, qu'on impose au Togo, ça échouera parce que vous n'utilisez pas la force des institutions, vous ne voulez pas la transparence des élections et vous appliquez ce qui vous plaît. On dit un décret. Le décret est sorti. Et après, c'est un test réglementaire. Mais est-ce que vous voyez que c'est cohérent? Même si vous devez agir. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Mais pour finir, je voudrais vous dire tout simplement que quand beaucoup de personnes, c'est-à-dire des millions de personnes, se sont réunies pour voter quelque chose, une vingtaine ou une cinquantaine de personnes ne peuvent pas se réunir pour le défaire et dire au nom de la légitimité. Votre texte, je vous en prie, si vous voulez être vraiment sincère et honnête envers vous-même, c'est à retirer. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, Michel. Nana FM, allô? Et bonjour. Comment allez-vous? D'accord, allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur. Ok, je pense que tu pourrais parler de nous sommes dans un mouvement sans respect de l'État. Je sais que 4 février 2010, Allô? Vous voulez parler un peu plus fort parce qu'on a du mal à vous recevoir. Oui. Donc, je dis qu'il parle de on respecte les lois au Togo. Non, avec leur pays, on ne respecte les lois. C'est la nuit de 7 février 2007, quand le Premier ministre a sorti sa nationale, il devait être président à l'intérim. Donc, c'est la candidature. L'autre préoccupation, c'est à ce qui concerne ceux qui sont en train de faire il doit faire une députée dans le voilà. Et le bon sens, c'est ce que vous devez faire maintenant. Et voir si la troisième chose, si le peuple ne pas. Ça s'est arrivé à 89, en 2017. Si vous voulez construire le peuple, il faut le construire dans le bon sens. Merci. Je pense que ils sont là, ont fini leur mandat. C'est un plan qu'ils ont fait. Maintenant, ils sont dans la transition. Dans la transition, je ne sais pas ce qu'ils vont chercher vers la population. Merci. Merci et bonne journée. Nana FM, allô? Allô? Et Alma, bonjour. Bonjour, Norbert. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Je vous écoute, s'il vous plaît. Bonjour, ministre. Bonjour, monsieur Armand. Il faut dire que ces derniers temps, vraiment, la mauvaise foi des gens vraiment est difficile à accepter. On dit que les députés, ils sont une cinquantaine. Mais au fait, les députés, c'est qui au fond? Ce n'est pas les représentants du peuple, c'est le peuple qui les a mandatés pour qu'ils puissent prendre des décisions à leur faveur. Aujourd'hui, bon, c'est ce que les gens disent. Bon, bref. J'aimerais savoir, dans cette tournée de sensibilisation, est-ce que ce sont les députés eux-mêmes qui iront vers les populations ou comment cela va-t-il se faire? Merci. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent, monsieur le ministre, vous avez suivi les uns et les autres comme ici. Oui, ok, nous avons notre auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Madame ici, bonjour. Oui, oui. Oui. Je voudrais demander à l'invité, nous avions eu la C92 de Haute-Lutte, avec les bons, avec tout ce qu'on veut. Et qu'est-ce qui reste dedans que vous aviez une fois pratiqué? Est-ce que vous aviez pratiqué tous les articles de cette constitution-là, noble, qu'on a eu de Haute-Lutte? Et puis, en 93, je crois, le régime parlementaire a été instauré par la conférence nationale, le Haut Conseil, le ACR, et qui a été braqué à coup de chars par M. Yadema dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'en voulait pas. 40 ans après, où j'étais même plus, vous nous rameniez ça de force. Pourquoi vous nous faites ça? Votre régime veut encore nous gouverner durant combien d'années? Vous êtes là depuis 63, non?
Pourquoi vous voulez encore nous fatiguer? Merci beaucoup à madame ici. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Mazda Didogome, bonjour. Monsieur Malik, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Malik, je vais vous demander quelque chose. Vous avez placé la charrue avant les bœufs. Il faut le reconnaître. Les Togolais ne sont pas aussi ignorants que ça. Et Norbert, Oui. vous avez posé tout à l'heure une question et ce que vous avez dit là dans la question, vous avez dit la demande de retrait du projet sera-t-elle possible si les acteurs politiques, car cela crée problème entre les acteurs politiques. Non, ce n'est pas les acteurs politiques, c'est les Togolais. Parce que vous avez donné une perche à M. Malik pour pouvoir dire que c'est les politiciens qui sont les problèmes. Non, ça c'est les Togolais. Bon, maintenant, je voudrais demander à M. Malik la relation entre cette campagne d'explication qui commence aujourd'hui et l'arrêt du processus électoral pour les élections législatives prévues pour le 20 avril. Moi, dans ma logique, il n'y a rien. Parce que pour moi, l'arrêt du processus électoral est fait pour deux raisons. Première raison, on veut donner du temps aux députés initiateurs qui sont en fin de mandat de pouvoir imposer par la force ce projet avant le changement. Et pourquoi? Parce que, deuxièmement, l'Union a peur de ces élections qui arrivent et n'est pas sûre et certaine d'avoir la majorité. Donc, l'Union veut que ces initiateurs puissent terminer leur boulot par la force avant de partir. Et je vais terminer en posant cette question à M. Malik. Est-ce qu'un locataire qui est en période de préavis peut-il engager des opérations de modification dans la maison sans l'aval du propriétaire? C'est exactement ce que nos députés sont en train de faire. Leur mandat est terminé depuis janvier 2024. Et nous sommes ils ont initié le 25 mars. Ils sont en période de préavis. Ils n'ont qu'une légitimité. Quoi que vous allez vous dire, ils n'ont pas de légitimité. Bonne journée. Merci à vous aussi. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Ça va être difficile. Oui, bonjour. Pour les deux que je... Oui, bonjour. Bonjour, Oui, c'est Sylvain. oui, monsieur Sylvain. Oui, à Viti. Oui, monsieur Sylvain de Viti. Oui, allez-y. Bonjour, notre invité. Bonjour, monsieur Sylvain. Selon notre constitution, l'article 52, alinéa 2, oblige le gouvernement à faire les élections dans les 30 jours. Allô? Oui, alors on vous écoute. Oui. Oblige l'article 52, alinéa 2, oblige le gouvernement à faire les élections dans les 30 jours avant la fin du mandat des députés. Mais pourquoi on n'a pas fait ces élections? Parce que l'article 52 là, c'est une obligation. On doit faire les élections. Maintenant, l'alinéa 3 dit que les députés sortants restent en place jusqu'à la prise de fonction des nouveaux députés. Si le gouvernement a exécuté l'article 52 alinéa 2, on n'aura pas ce problème aujourd'hui. Donc, c'est la violation de la Constitution par le gouvernement qui nous entraîne dans ce problème aujourd'hui. C'est ça. Il faut que le gouvernement nous dise pourquoi les élections n'ont pas été faites dans le délai prévu par la Constitution. Merci. C'est ce qu'on veut savoir. Merci beaucoup à monsieur Sylvain. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Colin. Je veux bien ajouter à mon précédent, c'est ça la source de l'illégalité et de l'illégitimité des députés présents. Parce que on prend l'article 52, on respecte ce qu'on veut respecter et on fout le reste à la même. Ce n'est pas possible. L'article 52 est clair. Les élections ont lieu.
C'est ça. Vous n'avez plus de légitimité. On vous a donné un mandat pour 5 ans. Et l'article 52 précise que vous faites l'élection 30 jours avant la fin de votre mandat. Maintenant, si vous finissez les élections, vous restez en fonction jusqu'à la prise de ceux qui viendront vous remplacer au deuxième mardi que la proclamation finale est faite. Vous ne respectez pas ça. Vous prenez l'alinéa 3 qui semble arrangé pour dire que je refuse de faire les élections. Maintenant, je suis légitime et légal pour écrire une constitution. C'est aberrant. C'est comme vous nous prenez comme des cons. Ce n'est pas une question d'opposant ou bien de leader d'opposition. C'est une question de logique et de respect des textes de la Constitution. Grave. Le président se permet de prendre un communiqué pour suspendre un décret. Vous prenez les Togolais comme quoi? Vous êtes jeunes comme moi. Quand on veut rimer avec la nouvelle génération, certaines erreurs ne le font plus. On ne les commet plus. Je suis vraiment désolé que vous avez des élites jeunes parmi votre parti unique et vous êtes incapables de dire à vous. Nous disons merci beaucoup à notre auditeur, le tout dernier d'ailleurs. Alors, Monsieur le ministre, vous avez suivi les uns et les autres. Je ne sais pas si vous voulez commencer par le dernier ou par le premier. Non, je vais commencer par le premier. Oui. Et on va y aller à tour de rôle. Il n'y a pas de problème. Alors, Michel qui pense qu'on n'a pas suffisamment expérimenté le régime présidentiel pour prétendre changer aujourd'hui de régime. On a eu 30 ans pour le régime présidentiel. On a eu suffisamment de temps pour l'expérimenter. Il peut avoir son avis, mais plusieurs personnes pensent que ce régime a été suffisamment expérimenté, y compris dans des périodes où on a frôlé des crises, où parfois on a connu des crises, et parfois, grâce à la sagesse des hommes, on a pu dépasser ces moments-là. Donc c'est une réalité. Et je voudrais saisir l'occasion de ces questions pour dire que parfois nous sommes interpellés et que certains mots, certainement qui dépassent la pensée des uns et des autres, ne reflètent pas, à mon avis, le sens de la courtoisie, le sens de la bonne entente ou de la convivialité que nous pouvons avoir. Nous pouvons être d'avis différents, mais certains termes, certains propos, je pense qu'on peut largement s'en passer, surtout que j'imagine que ce sont des responsables, des personnes adultes qui prennent la parole ici. Ceci étant dit, je reviens sur la question de Michel et sur ce qu'il dit en disant j'ai dit un test réglementaire. En disant test réglementaire, c'est un décret. Un autre décret a été pris, je le dis clairement, un autre décret a été pris pour suspendre le processus électoral. Donc il faut être très clair là-dessus. Quand on dit un décret est un test réglementaire, un communiqué n'est pas un test réglementaire. C'est ce qu'il a semblé dire, mais j'ai dit un décret. Donc il a peut-être raison, le fait d'avoir dit test réglementaire, et peut-être j'aurais pu dire décret directement, c'est un décret qui a été pris, donc que cela soit clair. Et aussi, j'avoue que parfois je suis toujours surpris quand il y a des arguments qui sont portés et qui sont modifiés à dessein pour induire les gens en erreur. Pourquoi dire une vingtaine, une cinquantaine de personnes? Nous savons très bien que les députés, il y en a 91. On peut dire 91 personnes. Pourquoi? Pour donner du poids à son argumentation, comme je l'entends réellement dans l'opinion de la part d'une partie de certains acteurs. On réduit ce nombre-là pour faire comme si c'était un groupuscule. Non, c'est 91 députés qui ont voté à la quasi-unanimité. Donc, on peut le dire et dire ensuite qu'on n'est pas d'accord avec la méthode. Mais je pense que ce n'est pas la peine. Vraiment, c'est un signe plutôt, j'allais dire, de faiblesse de l'argumentation que de chercher à diminuer cela. Donc, une cinquantaine de personnes, non. C'est 91 députés qui représentent tous les Togolais qui ont voté cela comme la Constitution leur permet de le faire. Ensuite, M. Pélé, qui a parlé du fait d'avoir... il a parlé de la question du mandat, je crois, de la question du mandat et du fait que le mandat était fini. On parle souvent de l'article 52, je vais peut-être répondre pour tous ceux qui posent la question, et notamment les gens qui évoquent l'alinéa 3. L'alinéa 3, ce n'est pas le bon qu'ils sont en train de citer. Je l'ai dit tout à l'heure, on invite les uns et les autres à consulter les tests. C'est l'alinéa 11 qui parle des députés qui restent en pause jusqu'à la prise de fonction effective. En revanche, l'alinéa 3, c'est encore autre chose. Ce n'est pas cela. Mais ceci étant, quand on parle du fait que les députés ont un mandat qui est fini et qui sont en phase transitoire, il faut savoir que quand on passe dans une situation de vacances,
Et quand on passe dans une situation de transition, il y a des procédures dédiées à cela. Et la procédure dans laquelle nous sommes, ce n'est pas cela, c'est une procédure qui est prévue par la Constitution en imaginant des circonstances qui peuvent arriver, que nous avons déjà connues dans notre pays en 2013. Pendant cette période-là, il y a eu des actes qui ont été faits par le Parlement et ce n'était pas un Parlement où il n'y avait que les députés du Parti Unir. Il y avait aussi des députés d'autres partis qui sont de l'autre côté, qui étaient dans cette assemblée-là. Et je n'oserais pas penser que c'est parce qu'ils étaient partie prenante qu'ils considèrent que là c'était légitime et là ce n'est plus légitime. Donc je ne pense pas que ce soit cela. Alors, Armand qui vous demande, est-ce que les députés, comment ça va se faire? Est-ce que ce sont les députés Voilà. même qui seront sur le terrain ou comment ça va se faire? C'est un exercice de l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale va se déporter sur le terrain avec les députés qui vont aller sur le terrain, rencontrer les populations et échanger avec elles. Donc c'est un exercice du pouvoir législatif. Et ce n'est pas un exercice du pouvoir exécutif. Le test est d'origine parlementaire. Le test n'est pas d'origine gouvernementale, comme tout le monde l'a remarqué. Et donc l'Assemblée nationale poursuit dans l'optique d'apporter l'explication sur son projet et ensuite de l'améliorer, le cas échéant, en échangeant avec les populations. Donc c'est un exercice de l'Assemblée nationale. Et donc ce seront les députés qui seront à la manœuvre, évidemment, et au contact des populations. Alors, Madame Essi qui a parlé de la Constitution de 92, je voudrais rappeler historiquement, il faut qu'on soit absolument sur la même longueur d'onde. Si on se rappelle dans l'histoire, les différents camps avaient tous appelé pour l'adoption de la Constitution de 92. Donc ce n'est pas seulement à présenter comme si cela avait été une lutte d'un bord contre un autre bord. Il faut remettre les choses dans la perspective historique. Chaque fois, on a l'impression qu'on tord les choses d'un point de vue historique parce que peut-être tout le monde ne se souvient pas, mais nous nous souvenons. Nous nous souvenons de quoi il s'agissait. Tout le monde avait appelé à voter pour cette constitution-là. Et donc, elle a été pratiquée, elle a été mise en œuvre. Et donc, à un moment donné, il y a une réflexion qui a émergé et qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Je pense que beaucoup se réveillent un peu par rapport à cela. Mais depuis 2017, il y avait eu la commission de réforme de la Constitution qui était issue des travaux de la CVJR, qui avait dit qu'il fallait réajuster l'architecture institutionnelle de notre pays. Et donc, le chef de l'État, dans sa grande sagesse, avait instruit pour qu'il y ait une commission qui fasse le tour du pays pour recueillir les propositions à ce moment-là. Et cela avait été fait et malheureusement, compte tenu de certaines circonstances, cela avait été interrompu parce qu'un certain nombre d'acteurs ont mis des perturbations dans ce dispositif. Donc, sincèrement, c'est quelque chose qui ne vient pas qui n'est pas une génération spontanée, qui n'est pas émergée le 25 février au soir, enfin je crois que c'est le 25 mars plutôt, et qui a été voté le 25 mars. Il y a une réflexion profonde, historique, qui caractérise la pratique des institutions, qui a émergé et qui a permis d'aboutir là où cela a abouti. Et elle parle également de 1993 où le régime parlementaire avait été expérimenté. Pourquoi, après plusieurs années, il faut faire retour à ce régime? Encore parce qu'il y a une pratique qui avait été amenée en 93 et en 93, peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment la maturité, peut-être que l'organisation politique n'était pas encore prête. Et il faut peut-être aussi on remettre les choses en perspective. Mais elle a dit un peu, le régime parlementaire avait été fait plus pour isoler un seul homme, le président de la République de l'époque, plutôt que pour servir les intérêts du peuple. Donc peut-être qu'il y avait une préoccupation qui était autre, et donc peut-être que c'est à ce moment-là qu'il y a eu des frictions et qui ont fait que cela n'a pas prospérer comme cela. Et ensuite, la pratique institutionnelle elle-même s'est ajustée avec le rôle du président de la République, le rôle du Premier ministre, qui ont permis justement de rétablir le fonctionnement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le dispositif de la Constitution de 92 a pu fonctionner sans certaines crises majeures parce que les hommes ont fait preuve de sagesse à un moment donné. Voilà. Alors, Mastadi de Gomé qui pense que vous avez mis la charrue avant les bœufs. Alors, je ne sais pas de quelle charrue il parle, mais je peux comprendre qu'il a cette opinion-là. Et je pense que la campagne d'explication et la campagne de discussion avec les forces vives de la nation est la bienvenue. Et c'est ce qu'il faut retenir.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette dynamique d'échange avec la population pour pouvoir justement améliorer ce qu'on peut améliorer, expliquer ce qui doit être expliqué et faire en sorte qu'on puisse avancer ensemble. L'objectif n'est pas de flageller les uns et les autres en disant, voilà, il y a eu ci, il y a eu ça, mais aujourd'hui, on est dans un temps, et c'est ce temps-là, à mon avis, sur lequel nous devons nous focaliser pour pouvoir faire avancer notre pays ensemble vers plus de développement. Mais en revanche, dire des expressions comme nous unir à peur, c'est quand même un peu fort. Nous sommes un grand parti qui est présent partout au Togo. En toute humilité, nous pouvons dire que nous ne sommes pas du tout inquiétés par les échéances électorales. Et au contraire, le challenge politique, cela fait partie de la vie politique. Et c'est cela qui amène le sel dans la vie politique. Alors, quand il vous demande, est-ce qu'un locataire qui est en fin de préavis peut engager des travaux? Je pense que l'analogie est très mal trouvée. Parce que si on prend le cas des honorables députés, ils ne sont pas des locataires. Ils ne sont pas dans la position de locataire. C'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui occupent quelque chose en attendant et qui payent quelque chose à ceux à qui ça appartient. Ils ont un mandat. Il faut comprendre le sens du mandat. Le mandat, c'est je vote pour quelqu'un, je lui donne la possibilité d'exercer la souveraineté que j'ai à ma place pendant un temps donné, et à un moment donné, il revient vers moi au moment des élections pour que je puisse soit le reconduire, soit donner ce mandat-là à d'autres personnes. C'est de cela qu'il s'agit. L'analogie n'est pas exacte, elle n'est pas du tout adaptée. Et donc, aujourd'hui, les honorables députés sont dans cette phase-là où ils sont en fonction. Et être en fonction, c'est faire la plénitude de ses actions. Et je peux m'attarder sur ce point en disant qu'il y a des débats sur cette notion de être en fonction. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il faut limiter, etc. Peut-être que le débat constitutionnel qui se pose aujourd'hui est l'occasion de clarifier cette disposition dans notre constitution et de dire peut-être que telle disposition ne peut pas être prise, telle disposition ne peut pas être prise à partir du moment où on est à X mois, etc., etc. Donc, c'est aussi l'opportunité de voir un peu les difficultés qu'il y a dans les tests que nous avons et de les améliorer. On ne va pas garder cela en sachant le débat que cela induit aujourd'hui. Et ceux qui sont en train d'aller dans un sens semblent, je dis bien semble, mais tout est possible, semble être totalement fermé à tout argumentaire, leur expliquant que les personnes qui sont en fonction sont toujours en fonction. Et que cela s'est d'ailleurs déjà produit dans notre pays. Et qu'à ce moment-là, cela n'a posé aucun problème à qui que ce soit. Alors, M. Sylvain, ces questions rejoignent pratiquement celles de Exactement. Donc, j'y ai répondu avec la question de l'alinéa, monsieur. Voilà, les questions de l'article 52. Donc, j'évoque l'article 52. Comme je l'ai indiqué, l'article 52 est respecté dans sa plénitude. Les élections doivent se tenir à telle période. Il y a des circonstances politiques, administratives, techniques qui conduisent à ce qu'on n'arrive pas à les tenir. On peut, comme cela, encore une fois, on l'a déjà pratiqué, dans d'autres circonstances qui ne sont pas souhaitables. Personne n'est parti avec l'intention on va retarder telle élection ou telle élection. Et du reste, ces élections, elles sont aujourd'hui couplées. C'est un nouveau dispositif. Il faut faire en sorte que cela se passe bien. Que dirait-on si, à cause, entre guillemets, du fétichisme d'une date, on y allait et qu'il y avait du cafouillage? Que dirait-on? À ce moment-là, on accuserait les autorités d'avoir, d'une certaine façon, organisé quelque chose qui ne marche pas. Donc, je pense qu'il faut rester dans un cadre raisonnable pour se dire que le maximum des actions est mené pour que nous ayons des élections qui conviennent aux uns et aux autres et qui s'annoncent des élections pendant lesquelles la compétition sera très largement ouverte, puisque dans toutes nos localités, nous voyons qu'il y a une forte participation de la part des différents acteurs politiques. Alors, il y a un auditeur également qui vous demande, est-ce qu'il y aura une révision électorale avant ces élections? Ah, ça, c'est de la technique électorale. Je ne suis ni membre du ministère de l'administration. Selon l'auditrice, les Togolais attendaient une prolongation du recensement qui n'avait pas été fait. Je pense que le recensement électoral a été fait dans les règles.
et que le fichier a été reconnu, y compris par certains experts internationaux. Maintenant, la technique électorale, sincèrement, je ne suis pas membre de la CENI. Il reviendra à la CENI éventuellement de se prononcer là-dessus. Aujourd'hui, nous, on est dans les starting blocks pour compétir sur le terrain avec les différents partis politiques qui sont là. Alors, vous allez vous y prêter également à cet exercice. Nous avons l'habitude, depuis un moment, dans le cadre du programme Niatron de Nana FM et Nana Média Culture, vous allez envoyer un message aux auditeurs, un message de paix, de cohésion sociale, mais vous allez le faire dans votre langue, en 1 minute. Vous allez regarder dans la caméra et puis... dans ma langue? Oui, oui. En 1 minute, c'est ça? Oui. To mbom ninja mabisama he ne ka ankara o lafiya to ya ni zo wetishe nye me buka ya fangasu nye ma ya ni lafiya to nye ma ya kere sawari nye buka son kere sawari su nye ma ya noshe nye ma ya noshe nye ma ya tana lafiya ya kere ya shika tana lafiya ti sa bambaka ya tana lafiya ti sa bambaka kebe ya miefo afa tana lafiya afa so etisunu ye mo ya fa so ya tisuso ne ya dika ya dikekere ya fatana lafiya dina yunuka ya fatana lafiya dina yunu ya kere ya fa sawari ni tana lafiya ya fatana lafiya ni be uberekere ya koruyo be nyeme hormanu to nyeme bukaya madama shi nyeme déchiré. Maintenant, si vous avez un message en guise de mot de fin, 1 minute également. Merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie l'ensemble des acteurs et je vous remercie d'avoir eu cette idée de mot de cohésion à la fin. Et j'inviterai tout simplement les uns et les autres à peut-être, dans la perspective de ce genre d'échange, qu'on ait des échanges qui soient, j'allais dire, courtois et qui nous permettent les uns et les autres d'avoir des discussions vraiment agréables. Ça augmenterait le niveau de débat pour les auditeurs. Je pense que c'est ce qu'ils attendent. Et je salue encore une fois la qualité des questions et je pense, j'espère avoir apporté les réponses aux uns aux autres. Et en tout cas, nous sommes disponibles pour poursuivre le débat et nous souhaitons aux frères musulmans qui jeûnent une bonne fin de jeûne dans cette dernière ligne droite et nous espérons que les prières qui ont été faites pour la paix dans notre pays, pour les dirigeants de notre pays, à commencer par son Excellence, Monsieur le Président de la République, soient entendues et nous remercions Dieu de nous avoir permis de faire ce jeûne en bonne santé. Merci beaucoup. Nous disons merci également à Kanka Malik Nachaba. Merci également vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mis en onde par Nestor Goulou. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.